Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez choisi le titre « Un journaliste ne devrait pas dire ça » ? Le titre « Un journaliste ne devrait pas dire ça », point d'interrogation. C'est mon fils qui me l'a soufflé ce titre-là, parce qu'on avait parlé ensemble de ce projet de livre. Pourquoi? Parce qu'il a été si souvent laissé, pas seul, mais enfin loin de sa maman, qu'il n'a pas abordé pendant des nuits et des nuits d'enfance, qu'il s'intéresse à l'information et qu'il savait que mon propos était de dire ce que souvent dans ma profession on préfère ne pas dire parce qu'on se dit oh ça va pas tellement être bien vu, ça va pas arranger non plus ce qu'il me resterait de possibilités d'expression. Donc c'est un peu un titre ironique qui fait référence très clairement à une phrase qu'on a prêtée au président de la République qui a été François Hollande et qui a servi de support et de drapeau à un livre de 2 journalistes du Monde. Mais en tout cas ce titre-là veut dire que j'ai souhaité ardemment m'exprimer aussi clairement que ce que je souhaitais depuis longtemps. Non pas que je l'avais éludé dans des livres précédents, mais il arrive des moments de la vie où l'envie de souligner et même de surligner est là, en se disant il faut vraiment que j'y aille là cette fois-ci. Et c'est donc la tentation de ce livre et l'espoir que j'ai de pouvoir m'exprimer le plus clairement et le plus complètement possible. Et je le dis, j'ai fait 6 autres livres précédemment, dont un roman. Je n'ai jamais voulu édulcorer les choses. Mais cette fois-ci, sur certains sujets, je vais aussi loin que ce que la liberté d'expression me le permet, et en particulier sur mon passage pendant 6 ans comme membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voilà pourquoi ce titre porte à la fois un point d'interrogation, il aurait pu simplement porter un point, et point d'interrogation c'est juste un petit coup de défi en plus. Dans votre livre, en fait, vous parlez des rêves, et pourquoi pour vous c'était un rêve gratuit? J'ai voulu dire dans mon livre que, en fait, lorsqu'on croit en la liberté, la gratuité de la liberté, qui n'empêche pas du tout l'audace, les risques, les dangers, mais que la liberté offrait la gratuité justement d'un voyage dans l'imaginaire, dans l'imagination, et puis bien évidemment dans l'action, parce que lorsqu'on part tout enfant, tout petit, dans l'idée qu'on va échapper à son univers, qu'on va faire quelque chose qui n'était pas prévu dans l'ADN d'une famille, qui sort du cadre, carrément on sort du cadre, un peu comme les surréalistes sortaient du cadre, et ça devient un projet fou et gratuit en même temps. Mais ça m'était essentiel, parce que je pense que sinon, j'aurais très mal tourné. Oui, je préférais carrément sortir du cadre par l'imaginaire, en entraînant ma propre vie, donc de l'action, plutôt que de rester dans un cadre qui promettait justement une issue assez triste pour un enfant, et donc devenu adulte. Pourquoi vous avez choisi d'être reporter de guerre? Je n'ai pas choisi d'être reporter de guerre. Je le suis devenu. Au départ, je voulais vraiment parler des choses de la vie quotidienne, ma vie quotidienne, de la vie quotidienne des gens que je connaissais, des gens de mon village. Et en fait, petit à petit, comme probablement les reportages qu'on m'avait confiés s'étaient passés correctement, que tout le monde est rentré vivant déjà, ce qui n'est pas toujours gagné, et c'est pas la faute de ceux qui restent que certains d'entre nous partent, meurent. On a dû voir que je m'intéressais à tout ce qui est humain, projeté dans des situations extrêmes. Et vous savez, les gens qui restent dans une rédaction, qui ont beaucoup de travail à faire, sont plutôt rassurés de se dire, eh bien, on l'a envoyé ici, ça a plutôt marché, on va l'envoyer là-bas, ça a marché. Et ça s'est enchaîné comme ça. Mais je n'ai pas fait le projet de me dire, je vais me consacrer à des pays complètement en tumulte. Est-ce que dans les zones de guerre, vous avez rencontré l'inégalité entre les femmes et les hommes? Dans les pays en guerre, j'ai rencontré en effet des situations qui mettaient en balance les discriminations à l'égard
des gens vulnérables. Et parmi les gens vulnérables, il y a la situation des femmes. Déjà physiquement, physiologiquement, en période normale, on sait très bien et jusqu'à très récemment que la situation des femmes était très injuste par rapport à celle des hommes en général. Non pas qu'on veuille dire que les femmes sont mieux que les hommes, je ne pars pas de cette idée-là, parce que j'ai grandi dans un univers très mélangé et divers entre hommes et femmes. Mais dans les pays en guerre, la femme est encore plus vulnérable, parce que comme il n'y a plus de loi à respecter, que tout est en chaos, que c'est la loi du plus fort en général. Alors la loi du plus fort physiquement, ce ne pas au profit de la femme, plus fort dans l'intégrité, les femmes sont soumises à toutes sortes de menaces, dans des pays où déjà, pour des raisons très pragmatiques, elles n'ont plus accès à aucun espace de protection pour elles dans ces pays-là. Et en effet, j'ai constaté qu'elles étaient beaucoup plus soumises à des attaques, y compris des attaques physiques, et dans des pays en guerre, par exemple, les viols sont une arme. Les hommes n'y échappent pas. Il y a des hommes violés aussi, des hommes qui sont carrément maltraités. Mais la femme, dans des univers où il n'y a plus de loi, parce que la base est quand même celle-là, la femme est plus sujette aux attaques, aux violations de tous les concepts qui sont en principe la base d'un accord commun de notre société. En tant qu'une femme, vous avez couvert des grands conflits dans le monde, la guerre d'Afghanistan, la guerre de Yougoslavie, Liban. Est-ce que vous avez passé une formation spéciale pour vous préparer psychologiquement pour couvrir ce type de zone? Mon enfance a été ma préparation. J'étais dans les troupes spéciales de l'enfance très menacée. Ça m'a vraiment préparée et je ne blague pas. Ensuite, en cours de route, mais j'avais déjà 50 ans, j'ai eu la chance d'avoir une double formation auprès des forces spéciales françaises, des commandos, à la fois en zone de montagne, de mémoire ça s'appelle Mont-Louis, dans les Pyrénées, zone montagneuse, et une formation avec les commandos de marine à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Et ça a duré une dizaine de jours. J'étais avec des gens, qui, pour la plupart d'ailleurs, étaient beaucoup plus jeunes que moi, mais j'étais avec 2 membres de mon équipe habituelle, et on a fait équipe en fait aussi au cours de cette formation commando qui était très dure parce que c'était jour et nuit, parce que la nuit on nous réveillait subrepticement pour être à l'entraînement. L'entraînement physique, par exemple, descendre en rappel le long d'un mur, grimper une falaise énorme, franchir des ravins sur un filin au-dessus de 30 mètres de vide. Et moi, j'ai toujours cette sensation de vertige. Et il faut aller au-delà de ses propres peurs. Mais à chaque fois, chaque jour, chaque heure, j'ai saisi cette formation comme étant une chance. Et par exemple, c'est là où j'ai vraiment compris à quel point les mines antipersonnelles peuvent être extrêmement dangereuses. Je n'avais jamais fait attention au fait qu'une petite fleurette par terre pouvait déclencher une mine, justement, alors que c'est une mine, justement, elle cache une mine. Donc cette formation-là m'a été essentielle. Mais à chaque fois, disons que ce sont des petits bouts de formation dans la vie, vraiment. Et à chaque conflit, on a réussi à s'en sortir. En rentrant, on faisait le point, sans dire on va faire un brainstorming, mais on avait le temps d'en parler, si vous voulez, soit dans la sur la route, soit en s'y arrêtant, soit au retour de l'avion, soit après, lorsqu'on se retrouvait à la rédaction de France 3. Et on essayait de détecter les lieux où on avait eu vraiment beaucoup de chance. On a dû passer certainement à côté de très grands dangers, y compris liés à nos questions de vie et de mort. Donc la formation, elle s'est faite sur le tas, majoritairement, et en partageant dans les équipes. C'est un métier de terrain, c'est un métier de contact, c'est un métier où il faut se dire, je ne sais pas, mais on va voir, tout en mettant de côté des petites réserves de prudence. En 1984, durant votre reportage à Tripoli, vous avez rencontré colonel Kadhafi, qui a tenté de vous violer et menacer en vous adressant à Kill You. Comment avez-vous réagi face à cette menace? Alors, sur ce sujet précis, j'avais déjà écrit un chapitre d'un livre précédent
qui avait été assez caviardé, comme on dit la presse française, pour des raisons juridiques notamment, et puis pour des raisons simplement de protection, puisque justement cet homme qui était à tête d'un pays avait des moyens d'éliminer des opposants ou des gens qui le gênaient. Sur la question de ce qui s'est passé en février 84, franchement, je préfère que les gens aillent regarder le livre. C'est pas un rôle, je suis pas une comédienne. Un comédien peut répéter 100 fois, 200 fois, 300 fois un rôle, restituer un contexte. Je pense que les gens, beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce sujet savent de quoi il s'agit. Mais vraiment, allez regarder, allez lire. Cette fois-ci, je l'ai écrit vraiment par le menu, par le détail, presque heure après heure, en contextualisant, c'est-à-dire en racontant ce que je n'avais pas fait précédemment, comment j'en étais arrivée à devenir une proie. Parce que ça a commencé lors d'un voyage à Paris, de la rédaction, Orly, arrivé à Tripoli, de l'attente, etc. Je sais bien que souvent on vient me voir dans les festivals du livre, je vois des gens qui se mettent comme ça devant moi, qui me disent « Alors, vous l'avez rencontré, Kadhafi? Ah, c'est comment ?» Et à chaque fois, j'ai un mouvement de recul parce que j'y suis à ce moment-là. Et chaque personne qui a été face à une situation de cette nature, là c'était un chef d'État qui faisait la guerre à mon pays, la France, donc ça avait un côté encore beaucoup plus ubuesque, sans le côté drôle, mais ça avait un côté invraisemblable, cauchemardesque. Et de m'être sorti de là, ça c'est une épreuve, ça. Je devrais être positive en me disant oh, mais quelle peau tu as eu de t'en sortir. C'est ça, je voudrais dire. Et avec les années, petit à petit ça vient, mais c'est toujours très, très dur. Maintenant, il est mort depuis le 20 octobre 2012. C'était le 20. L'anniversaire de ma fille, c'est le 19, il restait une bouteille de champagne, et quand je suis arrivée à la Champagne, maman. Ma fille qui était toute petite, ça prouve combien c'est stress de ces situations-là. Et au-delà de ma situation, la situation de femmes qui ont connu ces violences, le stress se dilue dans votre famille, vos enfants surtout, mais aussi le mari, mais aussi les frères, mais aussi tout le monde autour. Est-ce que les autorités, par exemple, réagissent quand les journalistes sont en danger? Oui, bien entendu, mais aucun pays ne reste inerte face à des situations où les journalistes sont mis en danger, avec énormément de zones d'ombre. On sait que des journalistes français qui ont été enlevés puis libérés, je pense notamment à l'Irak, ce serait un miracle que la France n'ait pas payé. Il y avait des budgets, des lignes budgétaires prévues au ministère de la Défense, au ministère des Affaires étrangères, mais je ne veux pas m'avancer comme si j'étais au courant de chaque détail. Et oui, il a fallu payer. Mais là, par exemple, vous voyez, en ce moment, nous avons un confrère, Olivier Dubois, qui a été enlevé au Mali depuis des mois et des mois maintenant. Ça se chiffre en termes d'années, et on est sans nouvelles. Officiellement, en tout cas, moi je n'ai pas de nouvelles et la plupart des gens du métier n'ont pas de nouvelles. Et je ne peux pas imaginer une seconde que les autorités françaises restent inertes, sauf que c'est dans un pays qui maintenant n'est pas du tout en accord avec la France sur sa façon de faire la guerre aux terroristes d'Al-Qaïda et d'autres familles autour des islamistes. Et chaque fois que je vois son nom, je me dis tiens, il a peut-être été libéré finalement. Et non, je m'associe notamment en rediffusant les messages sur des réseaux comme le réseau Twitter pour sa libération. Il y a un journaliste qui travaille pour France 2, qui est afghan, qui a été mis en prison à Kaboul ou quelque part en Afghanistan sous prétexte qu'il est lui aussi membre d'un gang d'espionnage ou je ne sais quoi. Après tout ça est cousu de fil blanc. Et je pense que ce ne sont pas des situations qui facilitent les choses pour le gouvernement français, mais ça c'est un autre sujet. Que des journalistes soient punis parce qu'ils exercent ce métier prouve bien que ce métier est utile, voilà. Parce qu'il est gênant pour ceux qui ont des choses à cacher.
Quel type de difficultés rencontriez les plus pendant les tournages? Dans le tournage, les difficultés les plus présentes sont des difficultés, hormis les questions de survie physique, de danger qui font partie de votre escorte. Les difficultés les plus basiques, ce sont celles du quotidien. C'est est-ce qu'on va avoir de l'électricité pour que le matériel fonctionne, où est-ce qu'on va dormir ce soir, est-ce que les gens chez qui on a trouvé un endroit où se loger sont fiables, est-ce que c'est le plus comme ça ou le plus comme ça. Je le raconte dans le livre, notamment, comme on a failli, c'était au sujet de la Libye précisément, où on a failli se mettre entre les crocs, la mâchoire de monstres, puisqu'on avait trouvé un endroit où se loger, et finalement le caméraman qui comprenait lui l'arabe, tout d'un coup est revenu vers nous en disant on dégage, on dégage, on dégage, parce que forcément c'était des gens qui allaient nous mettre en péril. Tout ce qui est simple dans la vie au quotidien, dans un pays qui est stabilisé, pas forcément un pays riche, tout ce qui est de l'ordre du possible devient de l'ordre de l'insurmontable la plupart du temps. C'est-à-dire des questions basiquement matérielles. Ça commence comme ça, parce qu'on fait souvent une sorte de romantisme autour des journalistes qui vont dans des zones de guerre, comme s'ils étaient mieux outillés que les autres. Mais non, ce sont des gens comme vous et moi. N'importe qui peut être projeté dans ce genre de situation. Il n'y a pas de surhomme là-dedans, hein. Il y a beaucoup de chance, sûrement. Ça oui. J'ai eu des petits clins d'œil du destin, certainement. Le reportage qui vous a marqué, ça sera lesquels? Franchement, les moments où d'autres humains m'ont regardé, je les ai regardés. Il y a eu ces échanges à la fois dans la peur, dans la compréhension, dans le partage d'un instant. Ces instants-là sont beaucoup trop nombreux pour dire qu'il y a un élément qui se détache. Il y a, suivant les jours, comme chacun d'entre nous, il y a des gens qui me visitent, qui me rendent un peu cette espèce de petit coucou au loin en me disant ça va, est-ce que tu es toujours là? C'est un peu ça, si vous voulez. Je triche presque avec les souvenirs en disant ça, mais pas vraiment, parce que comme chacun d'entre nous, il y a des souvenirs qui remontent à la surface de la mémoire en fonction de nos propres vies. Je pense, c'est vrai souvent, et j'en ai parlé à ma fille, à une toute petite fille, c'est par elle que j'ai ouvert le propos, c'est par elle que j'ai souhaité qu'on commence le livre. C'est une toute petite qui avait l'âge de ma fille, qui était encore plus menue qu'elle, qui avait le même âge, à peu près 3-4 ans. Mais c'est difficile de dire exactement si elle avait un an de plus ou quelques mois de moins, parce qu'elle était si petite et si fragile. Et ça a duré une journée, cette rencontre-là. Et vous voyez, c'était en 85, et on est en 2023, et elle est toujours là dans ma mémoire, parce que comme ma fille a grandi, et heureusement que ma fille est arrivée à l'âge de femme, je me demande ce qu'elle est devenue, cette toute petite fille que j'avais rencontrée dans un camp de réfugiés à Pulo-Bidong, et sa mère avait été violée et jetée par-dessus bord. Il y avait eu beaucoup de femmes parmi les gens qui fuyaient la guerre au Vietnam, ou la rééducation. Beaucoup de femmes avaient été violées. Il y avait un rapport des Nations Unies, du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui avait donné des détails, effrayants d'ailleurs, sur le fait que ces pauvres civils qui s'enfuyaient en espérant trouver un ciel plus clément, avaient rencontré des pirates en mer de Chine. Et il y avait eu énormément de tragédies. Et elle était juste un petit atome comme ça du malheur qui était là. Donc je pensais à elle, j'espère qu'elle a trouvé le bonheur, j'espère qu'elle a eu un visa, qu'elle a réussi à enjamber cette partie de son histoire personnelle. Et l'autre petite fille que j'ai beaucoup gardée en moi comme étant une sorte de souvenir de son enfance qui se mêlait à ma propre enfance. Parce qu'elle était en Amérique du Sud, c'était un voyage de François Mitterrand, et c'est dans une grande église de San Francisco. Et elle était là endormie sur son tas de mangues ou de goyaves, tous ces fruits tropicaux que j'avais aussi connus de mon enfance. Et du coup, vous voyez, la petite fille de Pulo-Bidong, elle me rappelle ma fille, et cette petite fille d'Amérique du Sud, elle me rappelle l'enfance de mes copines et de moi-même, dans un univers certes beau par la nature, mais tellement violent aussi à côté. Il y a toujours cette part de violence qui ne me quittait pas dans ces années d'enfance. Je viens d'une île qui a connu l'esclavage, qui a connu des rapports de domination,
Mais il y avait toujours quelqu'un en dessous de vous qui était plus faible, et vous allez pouvoir en quelque sorte exercer une violence comme exercer sur vous à des degrés divers, comme si la violence s'étageait. Et on se projette toujours dans la vie des autres. Je ne peux pas faire autrement. Je crois que je suis devenue celle que je suis en essayant de deviner ce que les gens ont en eux et qui se raccordent à ma propre histoire. Donc voilà, c'est très difficile de hiérarchiser les reportages en disant je préfère celui-ci et pas l'autre. Parce qu'il y aura toujours un moment que j'aurais aimé spécialement dans un endroit, oui. Conseilleriez-vous aux futurs journalistes de guerre? D'abord, souvent dans des écoles de journalisme en particulier, ou alors dans des lycées, des collèges, les jeunes me disent mais comment est-ce que je pourrais faire pour faire le même métier que vous? Je suis très prudente avec ce sujet parce que je ne voudrais pas que les gens l'idéalisent, que les parents qui font faire des écoles de journalisme à leurs enfants l'idéalisent en disant ma fille va être reporter de guerre, mon fils. Mais moi je serais morte de trouille si un de mes enfants allait sur ces terrains-là. Parce que je sais que c'est dangereux, donc je ne vais pas recommander en disant allez-y. Mais si quelqu'un jeune, une jeune, se dit moi j'aimerais bien faire ce métier, je lui conseillerais fortement de commencer par des reportages dans le quartier, là. Parce que c'est là qu'il va voir, s'il est capable de capter vraiment les grandes lignes du réel. C'est là. Et puis, encore une fois, si vous racontez quelque chose qui se passe, voilà, c'est le magasin de fleurs d'en face, si vous dites vraiment des ellipses, vous aurez 10 personnes pour venir vous corriger et dire que c'est pas vrai ce que vous avez dit. Et c'est comme ça. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, au départ, je voulais raconter ce qui se passait dans mon île, la Réunion, et je commençais par des reportages sur la récolte de la canne à sucre, la grève des dockers, les femmes battues, c'était pas trop le sujet mis sur la table, mais je m'avançais régulièrement. Il y avait une drogue que prenaient les esclaves à la Réunion et qui était tombée en déshérence. Et puis c'est revenu dans les années mi-années 70, et j'étais la première à faire un reportage là-dessus. Aujourd'hui, on sait que ça fait des ravages chez nous. Donc regardez un peu ce qui sort de l'ère du temps. Et puis comme ça, si quelqu'un veut vraiment consacrer sa vie à faire des années de galère chez ceux pour lesquels la vie est devenue un enfer, ben, il pourra le faire. Mais commencez par regarder ce qu'il y a autour. Voilà, regardez le meuble qui est là-bas, à la fenêtre, qu'est-ce qu'il remarque ici, voilà, comment est-ce qu'elle fait, est-ce qu'en arrivant il a photographié de ses yeux ce lieu, qu'est-ce qui le frappe, c'est ça le sujet. Et pas dire je vais être reporter de guerre, ça n'a pas de sens. Je suis désolée hein, si je gâche un peu l'envie de rêver là-dessus. Ça ne fait pas rêver ça. La vraie vie, c'est là, dehors. Les gens en train de boire du café, les gens en train de boire un coup, le bus qui roule, la fille qui sert dans le resto. C'est ça la vie. C'est pas tous être par terre sous les tables parce que ça tire dans tous les sens. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Merci.